La terre était froide sous les pieds nus d'Hélène, et chaque caillou semblait vouloir lui arracher son dernier souffle. Sa respiration était courte, et l'air humide de l'aube lui brûlait les poumons comme de la glace. Elle sentait l'odeur de la garrigue mouillée, mêlée à l'arôme lointain de la fumée de bois qui trahissait la présence d'une maison isolée. Mais la maison la plus proche pouvait se trouver à des heures de marche, et la peur de s'arrêter était plus forte que l'épuisement. Le ciel était parsemé d'étoiles qui paraissaient observer sa fuite désespérée. Ses cheveux noirs se collaient à son front en sueur, malgré le froid mordant qui lui faisait mal aux doigts. Sa robe fine, inadaptée à la température de la montagne, s'était déchirée dans les épines d'une clôture qu'elle avait dû enjamber des heures plus tôt. Hélène n'avait pas prévu cette fuite soudaine lorsqu'elle avait quitté la maison cet après-midi-là pour se rendre au marché du village. Ses jambes ne répondaient plus comme avant. Chaque pas était un effort qui faisait son corps implorer le repos. Mais Hélène savait que s'arrêter signifiait être retrouvée, et être retrouvée signifiait retourner dans un lieu qui ne promettait que plus de souffrance. Son oncle Auguste ne lui pardonnerait pas d'avoir confronté ses mensonges devant tout le monde à l'épicerie du Père Janvier. Les mots résonnaient encore dans sa mémoire. « Tu ne mettras plus jamais la main sur les terres de ton père. Elles m'appartiennent désormais. Et tu n'auras que ce que je déciderai de te donner. » Fuir était la seule option après que les menaces fussent devenues physiques. Quand il avait levé la main devant tout le monde, quelque chose en elle s'était brisé. Elle ne se soumettrait plus. Elle préférait la forêt sombre et les dangers de la nuit à l'humiliation quotidienne. Une branche craqua sous ses pieds, et le son parut amplifié dans le silence de l'aube. Hélène se figea, attentive au moindre mouvement alentour. Un instant, elle imagina que les hommes de son oncle l'avaient rattrapée. Auguste n'hésiterait pas à envoyer des hommes de main à ses trousses, surtout parce qu'elle connaissait les secrets de la famille, les titres de propriété falsifiés, les arrangements douteux. Un soupir de soulagement lui échappa lorsqu'elle comprit que le bruit venait seulement d'un petit blaireau qui fouinait parmi les feuilles mortes. Mais le soulagement fut de courte durée. Au loin, le son ferme et rythmé de sabots se rapprochait, apportant avec lui le cliquetis métallique des rênes et le souffle puissant d'un animal robuste. Hélène chercha un endroit où se cacher, mais le champ ouvert offrait peu de protection. Peut-être pouvait-elle se jeter dans les buissons bas, mais le mouvement attirerait certainement l'attention. Le cavalier approchait par la route principale, et elle ne s'était éloignée que de quelques mètres du chemin de terre, trop tard pour courir. Lorsque la silhouette du cavalier se détacha dans le virage, Hélène faillit tomber à la renverse. Il était grand, même assis sur le dos de son cheval alezan foncé, avec un chapeau à large bord qui ombrageait son visage et un long manteau usé qui témoignait du froid de la nuit. L'animal, un solide cob normand, semblait aussi résistant que son propriétaire. L'homme tira légèrement sur les rênes, faisant ralentir le cheval. Hélène sentit son cœur presque sortir de sa poitrine. Sans option, elle resta immobile, comme si cela pouvait la rendre invisible dans l'obscurité. Le cavalier se pencha légèrement en avant. La lumière argentée de la lune éclaira partiellement son visage, révélant une barbe de quelques jours et des yeux attentifs, qui semblaient voir au-delà de l'obscurité. « Mademoiselle, que faites-vous seule à cette heure ?» Sa voix grave rompit le silence, étonnamment douce pour un homme de cette stature. Hélène hésita. Comment savoir s'il n'était pas l'un des hommes de son oncle? Dans la région de Saint-Jean-du-Col, presque tout le monde se connaissait, et les nouvelles se propageaient aussi vite que l'eau d'une crue. Ses yeux voulaient demander de l'aide, mais son corps se méfiait encore. Le cavalier semblait différent des hommes de main que son oncle avait l'habitude d'engager. Il n'avait pas cet air menaçant, ni cette posture de celui qui cherche les ennuis. Le cheval laissa échapper un souffle chaud qui forma un petit nuage dans l'air, et l'homme attendit, immobile, comme s'il savait que le moindre geste brusque pourrait la faire fuir. « Je suis juste de passage. Je vais voir ma cousine, à Valbel, mentit-elle, en essayant de donner de la fermeté à sa voix tremblante. L'homme secoua lentement la tête. Valbel est à plus de 6 heures d'ici, et ce n'est pas une route à faire seule la nuit. Surtout sans bagage, observa-t-il en désignant ses mains vides. Hélène sentit son visage brûler. Le mensonge était aussi évident que les taches de terre sur sa robe déchirée. Mais que pouvait-elle dire? Qu'elle fuyait son propre oncle qui l'avait élevée après la mort de ses parents?
qu'elle craignait ce qu'il pourrait faire après qu'elle l'eût défié publiquement. L'homme semblait lire dans ses pensées, ou du moins comprendre sa peur. Son regard s'adoucit et il ajusta son chapeau. « Je m'appelle Ernest. Je travaille à la ferme de la Croix, mais j'ai ma propre cabane tout près, » dit-il, en montrant vaguement la vallée en contrebas. « Si vous avez des ennuis, je peux vous aider. » Hélène se mordit, la lèvre partagée entre le désespoir et la méfiance. La nuit devenait de plus en plus froide, et ses pieds n'en pouvaient plus. Elle avait besoin d'un abri, de nourriture et d'un endroit pour réfléchir à la suite. « Je ne peux pas rentrer chez moi, » murmura-t-elle finalement, incapable d'en dire plus. Ernest hocha la tête, comme si cette simple phrase expliquait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Peut-être que dans la dure vie de la campagne, les gens fuyant leur passé n'étaient pas une rareté. « Et votre nom » demanda-t-il. « Hélène » répondit-elle, surprise par sa propre sincérité. Quelque chose dans le calme de cet homme la poussait à baisser sa garde même contre son gré. Le cheval hennit doucement, brisant le moment de tension. Au loin, une chouette hulotte lança son cri plaintif, rappelant à Hélène sa vulnérabilité, seule dans l'obscurité de la montagne. Le cavalier mit pied à terre avec calme, le son de ses éperons s'étouffant contre la terre humide. L'homme, lumière argentée de la lune, révéla un visage marqué par le temps et le soleil. Mais il y avait en lui quelque chose qui ne correspondait pas à la froideur qu'il tentait d'afficher. Une fatigue silencieuse qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Ernest avait les traits forts de celui qui affronte le soleil et la pluie sans se plaindre, avec des yeux bruns qui semblaient en avoir vu plus qu'il n'aurait en voulu. « J'ai une cabane à une 20aine de minutes d'ici. Il y a du feu, du café chaud. Vous semblez en avoir besoin, » dit-il en tendant la main, non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui offre. Hélène regarda cette main calleuse et hésita. L'horloge invisible de la peur continuait de faire tic-tac dans son esprit. Et si Ernest connaissait son oncle? Et si ce n'était qu'un piège plus élaboré? Les histoires qui circulaient dans les villages de Saint-Jean-du-Col parlaient de jeunes filles qui disparaissaient, de fausses promesses, de dangers cachés derrière des sourires aimables. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme, une transparence rare. Son regard ne cachait pas d'arrière-pensée, ni ne brillait de cette convoitise qu'Hélène avait si souvent vue diriger vers elle à l'épicerie du village. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle, sans encore accepter sa main tendue. Ernest laissa sa main retomber naturellement le long de son corps, sans montrer d'offense. Le cheval souffla et secoua sa crinière, impatient. « On m'a déjà trouvé dans une nuit comme celle-ci, » répondit-il simplement. « Quelqu'un m'a tendu la main quand j'en avais besoin. Je ne fais que rendre l'appareil. » Hélène sentit le vent froid s'engouffrer dans les déchirures de sa robe, et l'idée de chaleur et d'un abri sonnait comme une tentation trop grande pour y résister. Ses pieds lui faisaient mal, son estomac criait famine et ses yeux brûlèrent de fatigue. Quel choix avait-elle après tout? « Je vais vous faire confiance, dit-elle enfin, mais sachez que des gens vont s'inquiéter de mon absence. » C'était un mensonge évident. Si elle avait eu quelqu'un qui s'en souciait vraiment, elle ne serait pas là, seule sur une route déserte au milieu de la nuit. Mais Ernest se contenta de hocher la tête, respectant cette petite tentative de protection. « Bourru est doux, » commenta-t-il en désignant le cheval. « Il nous mènera en sécurité. » D'un pas lent, Hélène s'approcha, et Ernest, sans se presser, l'aida à monter sur le cheval. Ses mains fortes la prirent par la taille avec une douceur surprenante, la soulevant comme si elle ne pesait pas plus qu'une plume. L'odeur du cuir usé de la selle et le balancement lent de l'animal lui procurèrent une étrange sensation de sécurité. Ernest monta derrière elle, en gardant une distance respectueuse. Hélène sentit la chaleur qui émanait de lui, un contraste bienvenu avec le froid de la nuit. Bourru se mit en marche, suivant le commandement doux du cavalier. « Tenez-vous à la selle », instruisit Ernest. Le chemin a quelques descentes. Hélène obéit, s'agrippant au cuir usé. La lune éclairait partiellement le sentier, révélant des pierres instables et des racines exposées qui auraient pu facilement faire trébucher un cheval. Mais Bourru semblait connaître chaque centimètre de ce terrain, choisissant avec précision où poser ses sabots. Pendant le trajet, Ernest ne posa pas de questions.
Il se contenta de guider, attentif à la route et au silence. Hélène, adossée à la selle, sentait sa chaleur dans son dos, et un instant, oublia le poids de sa fuite. Le balancement rythmé du cheval la berçait presque, et pour la première fois depuis de nombreuses heures, elle sentit ses muscles se détendre légèrement. Ils entrèrent dans un petit bois de pins sylvestres, où l'air semblait encore plus frais et chargé de l'odeur de la résine. Les branches formaient des ombres allongées sous la lumière de la lune, créant des motifs mystérieux sur le sol. Un petit ruisseau coupait le chemin, et Bourru le traversa avec précaution, faisant doucement gicler l'eau. « Je suis né ici », commenta Ernest, rompant le silence. « Sur ces terres. Mon père travaillait pour la famille Mercier, il s'occupait du bétail dans les pâturages d'hiver. » Hélène sentit un frisson. Les Mercier étaient des rivaux de son oncle Auguste en affaires et en politique locale. Si Ernest avait des liens avec eux, peut-être était-elle vraiment en sécurité. « Vous connaissez les Mercier ?» demanda-t-elle, en essayant de paraître décontractée. « J'ai connu les anciens, répondit-il. De bons patrons. Les fils, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je travaille pour mon propre compte. » La réponse apporta autant de soulagement que de nouvelles inquiétudes. S'il n'avait pas de lien fort avec les Mercier, cela ne signifiait pas non plus une protection garantie contre son oncle. Le chemin commença à descendre le long d'une pente douce. Au loin, Hélène aperçut un point de lumière jaunâtre qui se détachait dans l'obscurité. On aurait dit une petite étoile tombée sur terre. « C'est là, » dit Ernest en désignant la lumière. « Ma cabane. » À mesure qu'ils approchaient, la lumière prit forme. Une fenêtre éclairée par une lanterne. La cabane était petite mais solide, construite avec des rondins de pin et un toit à 2 versants couverts de tuiles sombres. Une étroite galerie courait sur toute la façade, et une clôture basse en bois délimitait une petite cour où Hélène pouvait distinguer, même dans la pénombre, quelques carrés d'herbes aromatiques. « J'ai laissé la lampe allumée », expliqua Ernest. « Je fais toujours ça quand je sors la nuit. Ça aide à retrouver le chemin du retour. » Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simple habitude. L'idée d'une lumière toujours allumée, attendant le retour, fit penser à Hélène depuis combien de temps elle n'avait pas ressenti un véritable sentiment de foyer. En voyant la petite cabane en bois, avec une lampe à pétrole vacillant, à la fenêtre, elle ne savait pas si elle entrait dans un refuge ou dans un autre piège. Mais quelque chose dans la simplicité de cet endroit semblait trop honnête pour être une imposture. Bourru s'arrêta devant le petit enclos à côté de la cabane. Ernest descendit le premier et sans se presser aida Hélène à descendre. Ses jambes étaient engourdies par la chevauchée et la longue marche précédente. Un instant, elle chancela, et les mains fermes d'Ernest la retinrent par les épaules, la stabilisant. « Attention », dit-il, et il la relâcha aussitôt, sans prolonger le contact plus que nécessaire. Ernest attacha le cheval dans la petite étable latérale, mit du foin frais dans la mangeoire et vérifia l'eau. Hélène observait ses mouvements précis, le soin avec lequel il traitait l'animal. On disait qu'on pouvait juger un homme à la façon dont il traitait ses animaux et ses employés. Si c'était vrai, Ernest semblait réussir le test. « Entrons », l'invita-t-il, après avoir rapidement brossé le poil de Bourru. La nuit se rafraîchit. Hélène hocha la tête et le suivit sur la galerie. Ernest ouvrit la porte en bois, qui grinça doucement. L'intérieur de la cabane était éclairé par la lueur orangée du feu qui brûlait encore dans la cheminée en pierre. La chaleur accueillit Hélène comme une étreinte longtemps attendue. La cabane était simple, mais il y régnait un ordre réconfortant. Une table en bois clair avec des marques de couteaux anciennes, une bouilloire noire sur le poêle à bois, une couverture en laine pliée sur un fauteuil. L'odeur de café frais se mêlait à l'arôme du pain qui brûlait, créant une atmosphère presque familière. 2 lampes à pétrole complétèrent la lumière de la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. « Asseyez-vous », dit Ernest en indiquant une chaise près du feu. Hélène s'avança lentement, observant chaque détail. Les planches du sol étaient propres et bien entretenues, bien qu'usées par le temps. Sur une étagère, des livres étaient alignés dans un ordre parfait. Ce qui surprit Hélène, qui ne s'attendait pas à trouver de la littérature dans la cabane d'un fermier. Elle reconnut quelques titres classiques et d'autres sur l'élevage et les plantes médicinales.
Elle retira son châle humide et s'assit sur la chaise indiquée, sentant la chaleur du feu commencer à faire fondre le froid qui semblait installé jusqu'à ses os. Ernest retira son chapeau, révélant des cheveux bruns avec quelques fils, gris et des yeux qui semblaient toujours jauger les gens avant de parler. Il accrocha son long manteau à un crochet derrière la porte et se dirigea vers le poêle à bois. « J'ai fait du café avant de partir, dit-il. Il doit encore être chaud. » Hélène restait tendue, ses doigts serrant le tissu usé de sa robe. Le sentiment de sécurité que la chaleur et l'abri procuraient luttait contre des années de méfiance. Son oncle Auguste disait toujours que « les faveurs coûtent bien trop cher », et elle se demandait quel serait le prix de cet accueil. Ernest prit 2 tasses en faïence émaillée sur une étagère et servit le café. L'arôme fort emplit la pièce, faisant gargouiller involontairement l'estomac d'Hélène. Il plaça une tasse dans ses mains, et la chaleur du liquide à travers la céramique fut un soulagement immédiat. « Je ne poserai pas de questions, maintenant, » dit-il en s'asseyant en face d'elle avec sa propre tasse. « Vous parlerez quand vous le voudrez. » Ce respect inattendu la déconcerta. Habituée aux regards insistants et aux voix qui exigeaient des explications, elle s'étonna de l'absence de pression. Ernest semblait comprendre la valeur du silence, chose rare de nos jours. « Merci », murmura-t-elle en sirotant le café. Il était fort et sucré, comme on le faisait dans les vieilles maisons de la région. Le feu crépitait dans la cheminée, créant une mélodie réconfortante qui se mêlait au vent qui sifflait dans les fentes de la fenêtre. Un instant, ils restèrent là en silence, 2 inconnus unis par les circonstances et la chaleur d'une boisson chaude. Tout en buvant son café, Hélène remarqua un cadre photo sur l'étagère. Une femme souriante dans une robe claire avec un jeune enfant sur les genoux. La femme avait de longs cheveux sombres et un sourire lumineux qui semblait éclairer tout son visage. L'enfant, un garçon de peut-être 2 ans, avait la même expression sérieuse qu'Ernest. Hélène voulut poser une question sur la photo mais hésita. Les questions créaient des liens et les liens engendraient des attentes. Elle ne savait pas si elle resterait assez longtemps pour entretenir quelque lien que ce soit. Ernest surprit son regard et le suivit jusqu'au cadre. Une ombre sembla passer sur son visage, mais il ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, il se leva et commença à fouiller dans un petit coffre en bois dans un coin de la pièce. « J'ai quelques vêtements qui pourraient vous aller, » dit-il, en sortant un paquet enveloppé dans du papier craft. « Ils sont simples, mais propres. » Hélène accepta le paquet avec surprise. À l'intérieur, elle trouva une chemise en coton, une jupe longue et un châle en laine. Des vêtements de femme, soigneusement conservés. « C'était à elle ?» demanda-t-elle avant de pouvoir retenir sa curiosité en désignant discrètement le cadre. Ernest ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea vers la petite cuisine, séparée de la pièce principale par un comptoir bas, et commença à couper des tranches d'un pain de seigle. « Oui, » dit-il enfin, sans se retourner. Elle ne l'aimait plus. La réponse évasive contenait plus d'informations qu'il n'y paraissait. Le temps du verbe indiquait une absence mais n'en expliquait pas la nature. Hélène décida de ne pas insister. Chacun avait droit à ses secrets, surtout elle, qui portait les siens. « Il y a une chambre au fond », l'informa-t-il en revenant. Avec une assiette contenant des tranches de pain, du fromage de chèvre et quelques morceaux de viande séchée. « Vous pouvez l'utiliser. Je resterai ici dans le salon. » Hélène hésita de nouveau. L'idée de dormir dans un vrai lit, après des heures de fuite, était tentante. Mais il y avait toujours la méfiance, la peur de l'inconnu. « Y a-t-il un verrou à la porte ?» demanda-t-elle en essayant de ne pas paraître offensante. Ernest hocha la tête, sans montrer le moindre agacement face à la question. « Oui. Et j'ai le sommeil léger si vous entendez un bruit étrange dehors. » Ce n'était pas exactement ce qu'elle avait demandé, mais la réponse lui fit comprendre qu'il avait saisi son inquiétude. Il promettait une protection, non seulement contre les dangers extérieurs, mais il établissait aussi des limites entre eux. Hélène goûta le pain et le fromage, et ne réalisa qu'alors l'intensité de sa faim. Elle mangea avec appétit, tandis qu'Ernest s'occupait d'alimenter le feu de la cheminée et d'organiser quelques outils qui se trouvaient sur un banc. Il gardait une distance respectueuse,
lui laissant de l'espace pour se ressaisir. Le repas, improvisé terminé, Hélène sentit la fatigue peser sur ses épaules. Ses paupières étaient lourdes, et son corps endolori réclamait du repos. Ernest remarqua son état et lui indiqua une porte étroite au fond de la cabane. « La chambre est là, dit-il. Il y a de l'eau dans une bassine pour vous laver et des couvertures propres dans le coffre au pied du lit. » Hélène se leva, tenant le paquet de vêtements propres et ressentant une gratitude qu'elle peinait à exprimer. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle à nouveau, ayant besoin de comprendre. Ernest la regarda droit dans les yeux, son regard reflétant l'éclat du feu. « Parce que je sais ce que c'est de n'avoir nulle part où aller, » répondit-il simplement. Avant qu'Hélène ne puisse poser d'autres questions, il se leva et commença à s'occuper du cheval dehors, la laissant seule avec ses interrogations. La chambre était petite mais confortable. Un lit en bois sombre avec un matelas de paille recouvert de draps propres occupait la majeure partie de l'espace. Une petite fenêtre couverte d'un rideau de cretonne laissait entrevoir le ciel étoilé. Comme promis, il y avait une bassine d'eau fraîche sur une petite table, avec une serviette propre et un morceau de savon artisanal qui sentait les herbes. Hélène ferma la porte et vérifia le verrou, un simple loquet en bois qui coulissait dans un logement du chambranle. Il n'arrêterait pas quelqu'un de déterminé à entrer, mais il ferait assez de bruit pour l'alerter. Par précaution, elle traîna tout de même un petit coffre en bois derrière la porte. Elle se lava à l'eau froide, sentant la saleté et la sueur de la fuite être balayées de sa peau. Elle troqua sa robe déchirée contre les vêtements qu'Ernest lui avait donnés. La chemise était simple, en coton écru, mais douce à force d'avoir été portée. La jupe, d'un tissu plus épais, était d'un bleu délavé et lui tombait aux chevilles. Les deux pièces étaient un peu grandes, mais infiniment plus confortables que ses vêtements en ruine. Elle s'assit sur le bord du lit, écoutant les bruits de la nuit. Elle pouvait distinguer Ernest qui bougeait dehors, vérifiant probablement l'enclos ou rapportant plus de bois. Il y avait aussi le chant des grillons, le ululement occasionnel d'une chouette, et le murmure lointain du ruisseau qu'ils avaient traversé. Pour la première fois depuis le début de sa fuite désespérée, Hélène s'autorisa à se détendre un peu. Elle ne savait pas ce que le lendemain apporterait, ni combien de temps elle pourrait rester dans ce refuge inattendu. Son oncle n'abandonnerait certainement pas l'idée de la retrouver, pas après l'humiliation publique. Mais pour cette nuit, au moins, elle était en sécurité, nourrie et au chaud. Elle s'allongea sur le matelas, tirant la couverture en laine sur son corps fatigué. L'odeur de lavande séchée qui émanait des draps lui rappela un lointain souvenir de sa mère, étendant le linge propre sur le fil derrière la ferme, avant que la maladie ne l'emporte et avant que son oncle ne transforme cet endroit en un lieu de peur. Les jours suivants furent faits de silence et de petits gestes. Le soleil se leva timidement à l'horizon, filtrant à travers les fentes de la fenêtre de la chambre et réveillant Hélène d'un sommeil profond, comme elle n'en avait pas eu depuis longtemps. Pendant quelques secondes, elle fut désorientée, ne reconnaissant pas où elle était. Puis les souvenirs revinrent. La fuite, la rencontre avec Ernest, la cabane accueillante. Elle se leva et enfila les vêtements prêtés. En ouvrant la porte de la chambre, elle trouva le salon vide, mais avec des signes d'activité récente. Le feu dans la cheminée avait été ravivé, et sur la table se trouvait une tasse de café encore fumant, et une assiette avec du pain, de maïs et du fromage frais. Un mot écrit d'une écriture ferme mais un peu maladroite disait simplement « Je reviens à midi ». Hélène s'assit et prit le petit déjeuner préparé par Ernest. Par la fenêtre, elle pouvait voir le jour clair dehors, avec les montagnes au loin couvertes d'une fine brume qui se dissipait peu à peu. L'air du matin était frais, et le chant des oiseaux créait une agréable bande sonore. Il était difficile de croire que, la veille au soir, elle courait désespérée dans l'obscurité. Après avoir mangé, Hélène se sentit agitée. Elle n'avait pas l'habitude de rester inactive, et l'idée d'attendre simplement le retour d'Ernest lui semblait déplacée. Elle décida de faire quelque chose pour rendre son hospitalité. Elle explora la petite cabane à la lumière du jour. Les fenêtres, bien que petites, laissaient entrer suffisamment de clarté pour révéler des détails qu'elle n'avait pas remarqués la nuit précédente.
La maison était plus ordonnée qu'on n'aurait pu l'attendre d'un homme seul. Cependant, il y avait de la poussière dans les coins et des toiles d'araignée sur les montants des fenêtres. Les casseroles, bien que propres, étaient empilées sans grand soin dans le petit placard de la cuisine. Hélène se mit à ranger. Elle balaya le plancher en bois avec un balai de paille qu'elle trouva près de la porte, épousseta les meubles, avec un chiffon humide, réorganisa les étagères de la cuisine. Chaque tâche, aussi simple soit-elle, aidait à éloigner les pensées de son oncle et de son avenir incertain. À midi, comme promis, Ernest revint. Hélène l'entendit avant de le voir, le bruit des sabots de bourru et le grincement caractéristique du portail de l'enclos. Quand il entra, il s'arrêta un instant sur le seuil, observant les changements. « Il ne fallait pas, dit-il en retirant son chapeau. Je voulais aider, répondit simplement Hélène. Le froid des matins était chassé par la vapeur du café et le chant lointain des coqs qui résonnait dans la vallée. Ernest prépara un déjeuner simple mais substantiel. Un ragoût de lentilles, avec du petit salé et du pain de campagne. Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence confortable, sans la tension de la nuit précédente. « Je dois réparer la clôture du côté ouest », commenta Ernest en lavant son bol. « Si vous voulez vous reposer… »« Je peux aider ?» l'interrompit Hélène. « Je n'aime pas rester sans rien faire. » Ernest la regarda avec une expression qui mêlait surprise et approbation. « Vous vous y connaissez en clôture ? Mon père m'a appris beaucoup de choses avant de… » Hélène s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. « Je sais me débrouiller. » Il hocha la tête, sans exiger qu'elle termine sa phrase inachevée. Les jours suivants, une routine silencieuse s'installa entre eux. Hélène aidait aux tâches ménagères. Elle balayait le sol, lavait le linge à la rivière, aidait à réparer les clôtures. Ernest, de son côté, se montrait un hôte respectueux, gardant ses distances mais toujours attentif à ses besoins. Elle commença à remarquer que derrière son apparence rude, il avait une manière calme d'enseigner. Il lui montrait comment attacher la corde au poteau, comment choisir le bon bois de chauffage, comment monter à cheval sans blesser le dos de l'animal. Il n'élevait jamais la voix, mais chaque instruction semblait chargée d'une patience et d'un respect rare. « Tenez comme ça », dit-il, en lui montrant comment serrer correctement le fil sur le piquet de la clôture. Si c'est trop lâche, le bétail passe, trop serré, et le bois se fend quand le temps change. Hélène observait et apprenait. Ses mains, autrefois délicates, commencèrent à développer des callosités, des marques d'un travail honnête qui, étrangement, ne la dérangeaient pas. Il y avait de la dignité dans ces tâches simples, une satisfaction qu'elle n'avait pas ressentie depuis que son père était en vie et qu'ils s'occupaient ensemble de la petite propriété familiale, avant que l'oncle Auguste ne prenne le contrôle de tout. Un matin, alors qu'il cueillait des légumes dans le petit potager derrière la cabane, Hélène remarqua une cicatrice sur l'avant-bras d'Ernest. Elle était longue et irrégulière, clairement le résultat d'un accident grave. « C'est un taureau », expliqua-t-il en remarquant son regard. « Il y a 5 ans, j'étais jeune et je croyais tout savoir sur le bétail. Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je sais que je ne sais rien », répondit-il avec un demi-sourire, le premier qu'Hélène voyait sur son visage. Ce petit moment d'ouverture changea quelque chose entre eux. Ils n'étaient plus 2 étrangers forcés de cohabiter, mais 2 personnes qui commençaient à se connaître, chacune portant ses propres histoires et cicatrices. Un après-midi, particulièrement chaud, Ernest l'emmena à un ruisseau caché entre les arbres, à une demi-heure de marche de la cabane. L'eau était cristalline et fraîche, coulant sur des pierres lisses et formant de petites piscines naturelles. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir », dit-il. « Vous pouvez l'utiliser pour vous rafraîchir. Je vais monter la garde là-bas, au tournant du chemin. » Hélène le remercia pour ce geste prévenant. Après qu'Ernest se fut éloigné, elle retira ses vêtements et entra dans l'eau fraîche, sentant son corps fatigué la remercier pour ce soulagement. Elle lava ses longs cheveux sombres, les laissant sécher au soleil tout en observant les libellules danser à la surface de l'eau. Le soir, il s'asseyait près du feu. Parfois, il racontait des histoires sur la terre. D'autres fois, ils écoutaient simplement le crépitement du bois. Ernest avait une connaissance profonde de la région, des plantes médicinales, des cycles, de la nature. Il parlait du temps où il travaillait dans les grandes fermes,
des ouvriers agricoles qu'il avait côtoyés, des traditions qui se perdaient. Un soir, alors qu'ils observaient les étoiles par la fenêtre ouverte, Hélène l'interrogea sur les livres de l'étagère. « C'est mon père qui m'a appris à lire », expliqua Ernest. « Il disait qu'un homme qui sait lire n'est jamais seul. »« Et qui est votre compagnie préférée ?» demanda-t-elle en désignant les livres. « Maupassant », répondit-il sans hésiter. Il y a quelque chose dans sa façon de voir les gens, comme s'il voyait au-delà des apparences. Un jour, en l'aidant à empiler des bottes de foin, elle prit son courage à deux mains et demanda « Et la femme sur la photo ?» Ernest se figea un instant, la lourde botte encore entre ses mains. Puis il prit une profonde inspiration. « Ma femme, elle est partie il y a 3 hivers. Depuis, il ne reste que moi et le travail. » Ce fut la première fois qu'Hélène vit, dans ses yeux, une ombre qui ne venait pas de son chapeau. Une douleur profonde et silencieuse, de celle qui ne trouve pas de réconfort dans les mots. Elle se contenta de hocher la tête et continua son travail, respectant ce deuil qui semblait aussi frais que les fleurs du printemps qui commençaient à éclore dans les champs environnants. Avec le temps, la confiance entre eux grandit comme les plantes du potager dont ils s'occupaient ensemble chaque matin. Hélène ne sursautait plus au bruit de la forêt la nuit, ni ne vérifiait obsessionnellement le verrou de la porte avant de dormir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée, et la cabane, autrefois simple refuge temporaire, commençait à ressembler à un foyer. Les matinées commençaient tôt, avec le premier chant du coq annonçant le nouveau jour. Hélène était déjà habituée à la routine. Se lever avant le soleil, préparer le café fort qu'Ernest appréciait, nourrir les poules pendant qu'il s'occupait de Bourru et du petit troupeau de chèvres qu'il gardait sur le versant voisin. Ce matin-là, cependant, quelque chose semblait différent. Hélène remarqua qu'Ernest était plus silencieux que d'habitude, scrutant à plusieurs reprises l'horizon pendant qu'il travaillait côte à côte dans le potager. « Un problème ?» demanda-t-elle en essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. « C'est jour de marché à Villeneuve, répondit-il, se référant au village le plus proche. À environ 2 heures de cheval de là. Je dois aller vendre du fromage et prendre quelques provisions. » Hélène sentit son cœur se serrer. C'était la première fois qu'il mentionnait une visite au village depuis son arrivée. L'idée qu'Ernest s'éloigne, même pour quelques heures, réveilla une peur qu'elle croyait endormie. « Je serai de retour avant le coucher du soleil, » assura-t-il, remarquant son inquiétude. « Il y a de la nourriture prête dans le garde-manger, et personne ne vient jamais ici. » Hélène hocha la tête, essayant de dissimuler son appréhension. Ce n'était pas seulement la peur de rester seule qui la troublait, mais la possibilité qu'Ernest entende des nouvelles de la nièce disparue d'Auguste Moreau, le puissant propriétaire, terrien de Saint-Jean-du-Col. Quand Ernest partit, monté sur Bourru et emportant les paniers de fromage frais et d'herbes séchées qu'il vendrait au marché, Hélène sentit la solitude peser sur la cabane. Elle s'occupa de diverses tâches pour se distraire. Elle lava du linge dans le ruisseau voisin, nourrit à nouveau les poules, balaya le sol en terre battue devant la maison. Le soleil commençait déjà sa descente vers l'ouest quand elle entendit le bruit de sabots approcher. Son premier réflexe fut le soulagement. Ernest était de retour plus tôt que prévu. Mais quelque chose dans le rythme des pas de l'animal clochait. Ce n'était pas le trot calme et ferme de Bourru, mais plutôt une chevauchée plus impétueuse, celle de quelqu'un de pressé. Hélène sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle courut à l'intérieur de la cabane, cherchant instinctivement un endroit où se cacher. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir lui sauter à la gorge. Par la fente de la fenêtre, elle vit un cheval bai s'approcher, monté par un homme qu'elle reconnut immédiatement. Jérôme, le contremaître, de son oncle Auguste. Il n'y avait aucun moyen de fuir sans être vu. La cabane se trouvait dans une petite clairière, avec un terrain découvert tout autour. Toute tentative de fuite la placerait directement dans le champ de vision du nouveau venu. Hélène se recula dans la chambre, décidée à rester silencieuse dans l'espoir que Jérôme ne ferait que passer sans s'arrêter. Son espoir fut vain. Le bruit des sabots cessa, suivi du grincement de la barrière du petit enclos. Des pas lourds s'approchèrent de la galerie, puis on frappa fermement à la porte. « Y a quelqu'un » appela Jérôme, sa voix rauque traversant les murs de bois. « Le fermier Ernest » Hélène resta immobile, retenant sa respiration.
Peut-être partirait-il s'il n'obtenait pas de réponse. Mais Jérôme était connu pour sa persévérance, l'une des raisons pour lesquelles son oncle le gardait comme contremaître. Après 2 autres coups, elle entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait. Apparemment, Ernest ne l'avait pas verrouillée en partant, ce qui était inhabituel. Hélène se plaqua contre le mur, écoutant les pas lourds de l'homme, explorant la pièce principale. « Je sais qu'il y a quelqu'un », dit-il en élevant la voix. « Le cheval est au pré, la soupe est sur le feu. » Hélène ferma les yeux avec force, comme si cela pouvait la rendre invisible. Les pas se rapprochèrent de la chambre, puis la porte s'ouvrit avec un grincement qui parut assourdissant dans le silence tendu. « Alors c'est ici que tu te caches », dit Jérôme, un sourire méchant se dessinant sur son visage balafré. Hélène se redressa, refusant d'être trouvée recroquevillée comme une enfant effrayée. Elle affronta le regard du contremaître, bien que ses jambes tremblassent sous sa jupe. « Que veux-tu, Jérôme » demanda-t-elle en essayant de paraître ferme. « Le patron te cherche depuis 2 semaines, petite » répondit-il en s'appuyant, l'épaule contre le chambranle de la porte bloquant la seule sortie. « Il s'est fait beaucoup de soucis quand tu as disparu comme ça. Tout le village en parle. On a cru qu'il t'était arrivé malheur. » Hélène reconnut le mensonge dans ses paroles. Auguste ne serait pas inquiet, il serait furieux. Et quiconque connaissait son oncle saurait que son inquiétude ne concernerait que sa propre réputation, ternie par la fuite de sa nièce. « Dis-lui que je vais bien », répondit-elle en gardant ses distances, « et que je n'ai pas l'intention de revenir. » Jérôme éclata de rire, un son âpre comme des pierres qui roulent. « Ce n'est pas si simple, ma petite. Le patron a dit de te ramener et c'est ce que je vais faire. » La panique commença à monter en Hélène. Elle savait bien ce que signifiait contrarier Auguste Moreau. Les histoires de journaliers qui disparaissaient, après avoir croisé son chemin, se chuchotaient dans les épiceries et les bistrots de la région. « Je n'irai nulle part avec toi », affirma-t-elle, cherchant des yeux quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour se défendre. Jérôme avança d'un pas, son visage se durcissant. « Si, tu viendras, même attaché en travers de mon cheval. » À cet instant, le bruit de sabots s'approchant rapidement attira leur attention à tous les deux. Jérôme hésita, se tournant, à moitié vers la fenêtre. Hélène reconnut le trot caractéristique de bourru et sentit une vague de soulagement la parcourir. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit avec force et Ernest entra, ses yeux évaluant immédiatement la situation. Son visage habituellement calme était tendu, et pour la première fois, Hélène vit une fureur contenue dans son regard. « Jérôme, dit-il, la voix basse mais chargée d'une autorité qu'Hélène n'avait jamais perçue auparavant. Que fais-tu dans ma maison ?» Le contremaître se retourna, un faux sourire remplaçant l'expression menaçante de quelques instants plus tôt. « Ernest, vieil ami, je ne fais qu'obéir aux ordres du patron Auguste. Sa nièce a disparu et il est inquiet. » Ernest jeta un bref regard à Hélène, puis reporta son attention sur Jérôme. « Cette jeune femme travaille ici. Elle est libre d'aller et venir. » Jérôme ricana, moqueur, et laissa planer des insinuations suggérant qu'elle n'avait aucune valeur, qu'elle n'était qu'une fille sans tête, qu'il fallait contrôler avant qu'elle ne répande d'autres mensonges sur son oncle. Le fermier ne répondit pas par des cris, mais avec la force silencieuse de celui qui connaît le poids de chaque mot. Ici, on ne marche pas sur ceux qui essaient de recommencer à zéro. Les 2 hommes se firent face, la tension palpable, dans l'air. Hélène comprit qu'il y avait une histoire entre eux, quelque chose qui dépassait la confrontation actuelle. Jérôme fut le premier à détourner le regard. « Le patron n'aimera pas ça, Ernest », menaça-t-il en reculant vers la porte. « Tu sais comment il est quand on le contrarie. »« Je le sais très bien, » répondit Ernest sans bouger. « Comme je sais que cette terre est à moi, achetée avec la sueur de mon front. Ici, c'est moi qui décide. » Quelque chose dans la fermeté de ces mots fit hésiter Jérôme. Il jeta un dernier regard à Hélène, puis sortit en marchant d'un pas lourd. On l'entendit monter à cheval et partir au galop. Quand le silence revint, Hélène sentit ses jambes flageoler. Elle s'appuya contre le mur, respirant avec difficulté. Ernest s'approcha mais garda une distance respectueuse. « Il va revenir, » dit-elle, la voix tremblante, « avec plus d'hommes. Mon oncle n'abandonne pas facilement. »« Je le sais, » admit Ernest, « mais pas aujourd'hui. Et demain,
Nous serons prêts. » Le visiteur était parti, laissant un nuage de poussière sur la route. Hélène, les larmes aux yeux, comprit que cet homme qu'elle avait rencontré à l'aube n'était pas seulement un fermier solitaire, mais quelqu'un qui, même brisé de l'intérieur, savait encore protéger. « Merci », murmura-t-elle en essuyant une larme tenace. « Mais je ne veux pas vous causer de problème. » Ernest secoua légèrement la tête. « J'ai déjà assez de mes propres problèmes, » répondit-il avec un léger sourire aux lèvres. « Un d'eux, plus ne fait pas de différence. » L'hiver fit ses adieux, et les champs commencèrent à se couvrir de fleurs jaunes qui ondulaient au gré du vent tiède. Les jours qui suivirent la visite de Jérôme furent tendus. Ernest renforça les clôtures et garda son fusil de chasse chargé à portée de main. Hélène remarqua qu'il dormait moins, toujours attentif au moindre bruit suspect dans la nuit. Mais les hommes d'Auguste ne revinrent pas, du moins pas immédiatement. C'était comme si le temps leur avait accordé une trêve, un espace pour respirer et réfléchir à la suite. Hélène, cependant, savait que son oncle était comme les vipères qui apparaissaient parfois entre les pierres. Il attendait patiemment le bon moment pour attaquer. Un après-midi, alors qu'il cueillait les dernières laitues du potager, Ernest rompit le silence qui s'était installé entre eux depuis la visite indésirable. « J'ai une amie de longue date à Saint-Michel-de-l'Ouest, » dit-il sans lever les yeux de la terre. « Madame Odette, c'est une femme respectable, la veuve d'un ami. Si vous voulez y aller, je peux m'arranger. » Hélène sentit un nœud se former dans sa gorge. L'offre était gentille et sensée. Saint-Michel était à plus de 2 jours de voyage, assez loin pour qu'Auguste ne la retrouve pas facilement. Mais l'idée de quitter la cabane, de quitter Ernest, provoqua une douleur inattendue. « Vous me chassez ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Ernest leva enfin les yeux, son regard rencontrant le sien. « Non, » répondit-il simplement. « Je vous offre un choix. » Hélène réfléchit à la proposition. Aller à Saint-Michel signifierait un nouveau départ, loin des ombres du passé. Peut-être trouverait-elle du travail, une vie à elle. Mais les derniers mois dans la cabane lui avaient montré quelque chose qu'elle avait oublié, ce que signifiait appartenir à un lieu, avoir un petit coin à soi. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle en se remettant à arracher les mauvaises herbes avec plus de force que nécessaire. Ernest hocha la tête et ne reparla plus du sujet ce jour-là. Le soir, pendant qu'ils dînèrent de la soupe de potiron, à la viande qu'Hélène avait préparée, le silence entre eux était presque tangible, rempli de mots non dits. Le lendemain matin, Ernest dut se rendre dans les champs les plus éloignés, où il gardait quelques têtes de bétail. Hélène resta seule, triant les herbes médicinales qu'ils avaient cueillies quelques jours plus tôt. En séparant les feuilles de menthe et de romarin, son esprit vagabondait entre les possibilités. Elle ne ressentait plus l'envie de fuir. Au contraire, chaque clôture réparée, chaque pain cuit, chaque matinée passée près du feu semblait tisser une nouvelle vie. Dans la cabane d'Ernest, elle avait trouvé plus qu'un abri, elle avait découvert sa propre force. Elle avait appris à monter à cheval, à s'occuper du potager, à faire du fromage. Chaque nouvelle compétence était comme une brique dans la construction d'une version plus forte d'elle-même. À midi, alors que le soleil était haut et que la brise faisait danser les rideaux de cretonne, elle entendit le bruit d'un cheval qui approchait. Son premier instinct fut l'alarme, mais elle reconnut bientôt le trot familier de Bourru. Ernest revenait plus tôt que prévu. En sortant pour l'accueillir, elle remarqua quelque chose de différent. En plus de ses outils habituels, il portait un grand paquet attaché à sa selle. « J'ai acheté quelque chose au village », dit-il en détachant le paquet. « J'ai pensé que ça pourrait être utile. » À l'intérieur de l'emballage en papier épais se trouvaient des tissus, un coupon de coton à carreaux dans des tons de bleu, un autre de cretonne fleurie et un troisième de fine laine couleur terre. Hélène passa ses doigts sur le tissu, en sentant la texture. « J'ai remarqué que les vêtements de Louise commencent à être usés sur vous, » expliqua-t-il, faisant référence à sa défunte femme avec naturel pour la première fois. « Je me suis dit que vous aimeriez peut-être vous faire de nouveaux vêtements. » Hélène sentit une vague d'émotion. Ce n'était pas seulement le cadeau en lui-même, mais ce qu'il signifiait. Ernest ne la voyait pas comme une invitée temporaire, mais comme quelqu'un qui resterait assez longtemps pour avoir besoin de nouvelles robes. « Merci », murmura-t-elle en serrant les tissus contre elle.
Ils sont magnifiques. Ce simple geste sembla briser une barrière entre eux. Ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée, Hélène entendit Ernest raconter des histoires sur Louise, comment il l'avait rencontrée à une fête de la Saint-Jean, comment elle aimait danser, comment elle plantait des fleurs autour de la cabane même quand tout le monde disait que c'était une perte de temps. « C'est une fièvre qui l'a emportée », dit-il en regardant les flammes dans la cheminée. « Ça a commencé comme une grippe, mais ça a vite empiré. Le médecin de Saint-Jean n'est arrivé que lorsqu'il était trop tard. « Et votre fils ?» demanda doucement Hélène, se souvenant de l'enfant sur la photo. Un sourire triste apparut sur le visage d'Ernest. « Michel est avec la sœur de Louise à Neufchamps. Elle a pensé que c'était mieux pour le garçon de grandir en ville, de faire des études. Je le vois 2 fois par an. » Hélène comprit alors l'étendue de la solitude qu'elle avait trouvée chez cet homme la nuit de sa fuite. Il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi la vie quotidienne avec son fils. Malgré tout, il ne s'était pas abandonné à l'amertume. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique entre eux. Avec la vieille machine à coudre qu'Ernest avait sortie du fond d'un coffre, Hélène commença à coudre ses propres vêtements. Lui, de son côté, sembla baisser un peu la garde, comme si la décision silencieuse d'Hélène de rester avait apaisé quelque chose en lui. Un matin, alors qu'ils réparaient ensemble le toit de la petite étable, Ernest laissa échapper une question qui semblait lui être restée en travers de la gorge depuis longtemps. « Pourquoi ton oncle te poursuit-il avec une telle insistance ?» Hélène garda le silence un moment, organisant ses pensées. Elle faisait assez confiance à Ernest pour lui dire la vérité, mais les mots semblaient difficiles à trouver. « Mon père a laissé des terres, » commença-t-elle finalement. « Pas beaucoup, mais de bonnes terres. Elle jouxte celle de mon oncle. À la mort de mes parents, j'ai été placé sous sa tutelle. Je devais recevoir mon héritage à 18 ans, mais... Il a pris les terres, compléta Ernest, comprenant. Il a falsifié des documents, dit que mon père avait tout vendu avant de mourir, continua Hélène, sentant la vieille colère refaire surface. J'étais une enfant, je ne pouvais rien prouver. Mais j'ai gardé les vrais titres de propriété que j'ai trouvés cachés parmi les affaires de ma mère. Et il l'a découvert, oui. La veille de ma fuite, je l'ai confronté à l'épicerie du père Janvier devant tout le monde. J'ai montré les actes originaux. Hélène déglutit avec difficulté. Il a essayé de me frapper, a dit que j'étais folle, que j'inventais des histoires. Ernest secoua la tête, comprenant la gravité de la situation. C'est pour ça qu'il ne peut pas te laisser t'échapper. Ce n'est pas seulement pour la terre, c'est pour ce que tu sais. Exactement. Si l'histoire se répand, d'autres pourraient commencer à remettre en question ses affaires, conclut Hélène. Ils restèrent silencieux, seul le bruit des outils travaillant le bois emplissant l'air. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange et rose, quand Ernest parla enfin. « Un jour tu devras l'affronter. Tu ne peux pas vivre en fuyant éternellement. » Hélène savait qu'il avait raison. Tôt ou tard, elle devrait se battre pour ses droits, réclamer ce qui lui revenait par héritage. Mais pour l'instant, la cabane dans les montagnes lui offrait non seulement un refuge, mais aussi le temps de se renforcer. Un jour, alors qu'ils s'occupèrent de l'enclos, Ernest dit sans la regarder directement « Si tu veux, tu peux rester, pas comme une invitée, comme une partie de cet endroit. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas une déclaration romantique, mais c'était une invitation à appartenir, à cesser d'être de passage pour devenir une racine. Elle sourit, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux non pas l'ombre, mais la promesse d'une aurore. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle, la voix ferme. Le printemps avançait dehors, et avec lui le renouveau que seules les saisons peuvent apporter. Dans la petite vallée cachée entre les montagnes, 2 solitaires avaient trouvé quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait, une seconde chance. Dans les semaines qui suivirent, Ernest se rendit à Saint-Jean-du-Col pour parler au juge de paix local, un homme connu pour sa droiture. Il emporta avec lui les titres de propriété originaux qu'Hélène gardait. La procédure serait longue, il le savait, mais il était prêt à parcourir ce chemin à ses côtés. Hélène, pendant ce temps, transformait la cabane. Elle planta des fleurs tout autour, comme Louise avait l'habitude de le faire. Elle organisa les livres sur l'étagère,
en y ajoutant quelques-uns des siens qu'Ernest avait ramenés de la ville. Pas à pas. Jour après jour, l'endroit cessait d'être un simple refuge temporaire pour devenir un foyer permanent. Un matin particulièrement clair, alors qu'ils étendaient le linge sur le fil improvisé derrière la maison, Ernest prit sa main, maintenant calleuse par le travail. Le geste était simple, sans grands mots ni promesses exagérées. Juste deux mains qui se rencontraient, deux chemins qui se croisaient. Cet homme qui avait un jour surgi de la brume, monté sur un cheval, était devenu non seulement son refuge, mais la preuve vivante que parfois la vie offre, dans le silence, exactement ce dont on a besoin pour recommencer. « Merci de m'avoir trouvé cette nuit-là », dit Hélène en serrant légèrement sa main. Ernest regarda l'horizon, les montagnes bleutées au loin, le ciel infini au-dessus d'eux. « Je crois que nous nous sommes trouvés », répondit-il. Et, dans ces simples mots était contenue toute une histoire de perte, de recommencement et du courage silencieux de croire que, même après l'hiver le plus rigoureux, le printemps revient toujours, apportant avec lui la promesse de nouvelles fleurs dans de vieux champs.